Merci d'être avec nous sur Tcheleka. Nous recevons aujourd'hui le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Justibombo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Fortuna. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Tcheleka TV et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Nous plantons le décor. Aujourd'hui, nous avons le patron qui gère le numérique, les télécommunications. Et vous savez, aujourd'hui, cela devient le leitmotiv de l'homme, et surtout au Congo. Personne ne se passe des réseaux sociaux, personne ne se passe de ces outils du numérique. Alors, nous discutons avec le ministre sur les questions de l'heure, des questions d'actualité. Mais bien avant, je voudrais savoir l'avis du ministre sur l'état de santé du numérique au Congo. Écoutez, je suis très heureux de participer à votre tribune. J'en ai les échos et aujourd'hui, vous me faites l'honneur de m'inviter. Donc, je suis très heureux et j'espère, à travers notre tribune aujourd'hui, nous allons édifier le maximum de nos téléspectateurs, surtout qui sont, pour la plupart, des téléspectateurs au niveau de la toile. Comment se porte le numérique au Congo? Bon, je vais dire sans langue de bois qu'il se porte très bien. Je pense que c'est même l'un des secteurs au niveau mondial, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de pandémie, due à la Covid-19, et la plupart de tous les secteurs de la société sont impactés, on va dire négativement, par cette pandémie, que ce soit le secteur des hôtelleries, le secteur du tourisme, on va dire comme ça, le secteur de l'aviation, les secteurs économiques, le secteur du pétrole. Tous les secteurs sont impactés négativement par cette pandémie de la Covid-19 et le seul secteur qui fait sortir sa tête, on va dire, de l'eau, c'est le secteur de l'économie numérique, parce que nous avons vu que seuls les GAFA ont pu engranger des bénéfices et des capitaux substantiels, alors que tous les autres secteurs sont quasiment en crise. Et dans notre pays aussi, le Congo, on peut le dire, c'est l'un des secteurs porteurs clés de l'économie congolaise. Aujourd'hui, la plupart des transactions se font à travers ce qu'on appelle les communications électroniques. Aujourd'hui, on utilise pour respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale et physique, on utilise de plus en plus les moyens de communication électronique. On communique à travers ce qu'on appelle le télétravail, à travers la télééducation, à travers même la télémédecine, à travers les échanges se font à travers le mobile banking, le mobile money. Donc c'est un secteur qui se porte bien et bon, nous nous réjouissons que le secteur puisse bien se porter. Monsieur le ministre, on a l'impression, vous l'avez dit, on a l'impression que c'est coronavirus qui vient révéler l'importance même du numérique, parce qu'on constate que le gouvernement se réveille avec les visioconférences que vous ne faisiez pas hier. On a l'impression que ce secteur a été relégué au second plan et c'est grâce, permettez-moi, de coronavirus que ce secteur aujourd'hui paraît être le plus important. Non, on ne peut pas dire ça, M. Ngolali Fortuna. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous revisitez le contrat social du président de la République avec le peuple congolais, dans le point 5 de ce contrat, la marche vers le développement, il est expressément stipulé arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Voilà. C'est-à-dire que c'est une vision du chef de l'État qui ne date pas de la prise de conscience due à la pandémie de la Covid-19. Non, le chef de l'État est visionnaire. Il a vu en amont que nous devons arrimer notre économie à cette nouvelle économie, qui est l'économie du digital. Et lorsque nous sommes arrivés au ministère, nous avons fait ménager aucun effort pour mettre les bases de l'économie numérique. Parce qu'on ne peut pas parler de cette nouvelle économie si on n'a pas la base de l'économie numérique. La base de l'économie numérique, ce sont les infrastructures critiques, ce qu'on appelle la fibre optique. On a un câble au niveau international avec le West African Cable System, le WACS. On a des interconnexions avec les États au niveau de la sous-région. Nous sommes en train de finaliser la 3e phase du projet de couverture nationale de télécommunications.
avec la restructuration de Congo Télécom pour lui doter les moyens de pouvoir résister dans le secteur concurrentiel. Nous avons pris des lois justement pour pouvoir, puisque ce sont des autoroutes de l'information. L'économie numérique, ce sont des autoroutes. Et lorsque vous avez des autoroutes, il faut qu'il y ait une réglementation pour que les utilisateurs de ces autoroutes puissent savoir avoir une réglementation. Voilà, donc on a pris une réglementation, une série de réglementations, justement pour protéger aussi bien les libertés individuelles, parce que l'économie numérique, attention, il y a un revers de l'Internet. Le revers de l'Internet, on va certainement en parler, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. Il ne s'agit pas que l'Internet puisse détruire la vie des citoyens, mais puisse favoriser justement l'éclosion, l'expansion, l'émancipation des citoyens. Donc, non, on ne peut pas dire ça. Le Congo, très tôt, le chef de l'État a eu cette vision. Aujourd'hui, nous nous sommes bien arrimés parce que nous avons mis en place un système qui fait en sorte que le gouvernement peut se réunir. Nous avons eu un conseil de ministres, des conseils de ministres depuis en visioconférence. Et même les grandes, on a vu le 75e anniversaire des Nations Unies se dérouler à travers les visioconférences. Donc vous voyez que non, mais le Congo n'est pas en marge de tout ça. Le Congo n'est pas en marge, le Congo n'est pas en retard, bien au contraire. Nous nous sommes très bien arrimés parce que nous avions en amont une vision que nous avons concrétisée à travers un plan d'action et une stratégie. Nous avons la stratégie Congo Vision Digitale 2025 assortie d'un plan d'action 2018-2022. Voilà. Monsieur le ministre, il y a un bémol aujourd'hui, c'est vrai, nous l'avons dit dans l'introduction de cette émission qu'on ne peut plus passer du numérique, mais il y a un souci, c'est la connexion à Internet ou à cette fibre, cette fameuse fibre optique, et demeure encore un casse-tête chinois. On a vécu l'expérience avec l'école à domicile qui n'a pas vraiment atteint tous les élèves parce que dans certaines zones du Congo, l'Internet n'y arrive pas ou encore, c'est là, mais c'est très faible. Bon, ça c'est un autre problème. Bon, c'est vrai que c'est un problème récurrent, hein, c'est un problème récurrent, lancinant. On nous fait toujours le procès de dire que oui, l'accès aux communications électroniques, le prix de la data est assez élevé, mais je peux vous assurer que en Afrique, nous ne sommes pas, nous n'avons pas les prix les plus exponentiels. Non, je peux vous l'assurer, mais nous allons continuer à faire cet effort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'utilisateurs. En fait, la raison c'est simple. Plus il y a des utilisateurs, plus il y a la demande, alors que l'offre de fois, elle est moindre, puisque nous avons deux opérateurs qui offrent la téléphonie mobile. On en avait un troisième qui, justement, pour des raisons de pouvoir tenir dans un secteur concurrentiel très rude, n'a pas pu tenir, c'était Azur. Aujourd'hui, nous sommes en train de repositionner Congo Télécom pour qu'il soit un peu l'interface entre les deux opérateurs, les deux majors que nous avons dans le secteur. On peut les citer, MTN et RTL. Ben évidemment, lorsque vous avez une forte demande, puisque nous avons un fort taux de pénétration de la téléphonie mobile, on est pratiquement à 104% de taux de pénétration. Évidemment, bon, lorsqu'on n'a que deux opérateurs, même si on a un régulateur, ça peut poser quelques problèmes. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de travailler sans désemparer pour finaliser la troisième phase du projet de couverture nationale en télécommunications qui ferait que la FTTH, c'est-à-dire la fibre optique, arrive auprès des ménages et des entreprises afin de démocratiser cette outil. Monsieur, vous en parlez depuis que vous êtes là, vous êtes là, vous en parlez. Bien sûr. D'ailleurs, votre cheval de bataille, amener la connexion dans tous les foyers. Oui. Mais ça fait plusieurs années, 2 ans déjà ou 3 ans, que cela, en réalité, demeure encore une vue de l'esprit. Hein. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que le coût de la connectivité est un peu élevé encore, je l'admets, je l'avoue. Surtout avec Congo Télécom, ça coûte très cher. C'est quel coût? C'est comme lorsque vous construisez une maison, je l'ai toujours dit, lorsque vous construisez une maison, il faut ramener l'électricité du point, au niveau de EDC, on dit du poteau, jusqu'à votre domicile. Et 2 fois, pour ramener l'électricité, on vous demande d'acheter le câble, d'acheter le poteau. Il en est de même lorsque vous voulez vous connecter à l'eau. Il faut ramener, il faut payer un certain... Au niveau de la fibre optique, c'est la même chose. Mais la fibre optique, il y a un coût qui est plus cher, plus élevé, certainement, que le coût de ramener de l'eau à son domicile. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous fallait finaliser la 3e phase. Et la 3e phase, c'est avec Huawei. On a déjà finalisé, on avait des petits soucis de trésorerie, mais aujourd'hui, on a payé la contrepartie de l'État. Ça va faire que non, mais on aura assez de matériel, assez de terminaux,
pour faire que lorsque quelqu'un sollicite auprès de notre opérateur historique Congo Télécom une connexion à très haut débit, la personne ne prendra pas totalement en charge les coûts de travaux pour être connecté. Mais jusqu'aujourd'hui, la personne prenait en charge ses coûts. Il y a un coût, ça coûte un peu cher, on le reconnaît, on a de travailler, mais je peux vous assurer que d'ici la fin de cette année-ci, on va lancer à grande échelle la connectivité des ménages et des entreprises. Ce qui va faire qu'il y aura une saine concurrence et les prix de la data vont baisser. Mais ce que nous voulons, il ne s'agit pas seulement de baisser les coûts de la data, il faut aussi que Congo Télécom puisse avoir la voix. Aujourd'hui, Congo Télécom pratiquement est marginal dans le secteur. Elle n'a pas la voix, l'entreprise n'a pas la voix. La voix, c'est ou chez MTN ou chez RTL. Mais à travers l'ambition du chef de l'État, on va doter Congo Télécom aussi bien qu'il y a déjà la data, on va lui doter de la voix, ce qui permettra que vous allez voir que les coûts, l'accès va baisser. Parce que c'est là que va se jouer la loi de l'offre et de la demande. Je peux vous dire déjà au niveau de Pointe-Noire, par exemple, puisque nous avons été lancés un concurrent, Congo Télécom à Pointe-Noire. Bon, j'ai cité les autres entreprises, je peux citer Canal Box, qui offre aujourd'hui l'Internet très haut débit mensuel, à forfait mensuel, à des prix très compétitifs. Donc, il y a un travail qui se fait, je pense qu'on va y arriver. C'est vrai que c'était un peu long, parce que c'est dans le cadre du partenariat stratégique global avec la Chine. Et dans le cadre de ce partenariat, il fallait que le Congo puisse payer une certaine contrepartie pour pouvoir finaliser cette troisième phase. La contrepartie a été payée. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder avec le partenaire stratégique et Huawei pour revoir un peu, parce qu'il faut revoir, le cahier des charges a été effectué en 2015, 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, évidemment, les coûts ne sont plus les mêmes. Donc, on est en train de voir, mais ce n'est pas le lieu ici d'en parler, mais je vous dis déjà, je vous dis que non, la troisième phase va incessamment débuter à grande échelle. Elle a déjà débuté de manière poussive parce qu'il y a des zones ici dans Brazzaville qui sont déjà interconnectées par la fibre optique, mais on va lancer une connexion à grande échelle dans Brazzaville, dans Pointe-Noire et dans les autres localités. Monsieur le ministre, il y a la pénétration, vous l'avez dit, de l'Internet d'un côté, et il y a aussi la qualité de l'offre de l'autre. Alors, quand on est à Brazzaville, on a sur nos smartphones, c'est la 4G ou le H qui s'affiche, mais quand on va à l'intérieur du pays, dans d'autres départements, on a du mal à avoir la même qualité de l'offre. Mais qu'est-ce qui explique cela? Vous avez posé une très bonne question. Voilà, ce qui explique cela, c'est que nous avons en 2009 libéralisé le secteur des télécommunications, et lorsque nous avons libéralisé le secteur des télécommunications, comme dans le secteur de l'économie numérique, nous avons mis en place un gendarme. Le gendarme, c'est l'RPCE, c'est l'agence de régulation des postes et des communications électroniques. C'est aux gendarmes de veiller à ce que le cahier des charges des opérateurs soit respecté scrupuleusement. Et vous êtes un homme des médias, vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a 2 jours, le régulateur a interpellé les opérateurs justement pour revenir sur le cahier des charges qui est indiscutable. Parce que le client paye son service. C'est pas pour la première fois que le régulateur... Oui, mais le régulateur les a interpellés et il me revient quelques informations. Je vais dire, il me revient quelques informations que le régulateur a sommé les opérateurs de téléphonie mobile pour que d'ici décembre, d'ici la fin de l'année, qu'ils arrivent à améliorer leur qualité de service. Bon, ils ont allégué, et pas aussi seulement à tort, qu'avec la pandémie de la Covid-19, avec l'état d'urgence, bon, lorsqu'un réseau peut tomber, le soir, il n'y a pas moyen de pouvoir se mouvoir. C'est vrai, on comprend cela, mais il n'en demeure pas moins vrai que lorsque vous offrez un service à un client, lorsque le client achète sa carte de recharge, qu'on appelle le crédit chez nous, évidemment, le client doit avoir le service équivalent au crédit qu'il a acheté. S'il n'a pas, il y a un problème, même s'il y a l'état d'urgence, mais ça ne soustrait pas les opérateurs
de téléphonie mobile à respecter scrupuleusement le cahier de charge. L'installation même de la fibre optique, le déploiement de cette fibre n'est pas l'une des causes de la qualité de l'Internet, parce qu'on a constaté dans certains endroits de la République, la fibre optique a été jetée à même le sol, dans les caniveaux, dans les ravins. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le vrai problème? Bon, écoutez, là vous posez deux problèmes en un. Bon, je vais vous répondre sans langue de bois, hein, puisque les internautes sont en train de nous suivre. Écoutez, là vous posez deux problèmes en un. Il s'agit d'abord des problèmes des opérateurs, au niveau de la qualité de service qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobile. Et ici, il y a l'entretien des réseaux. Il faut entretenir les réseaux, les BTS, il faut entretenir. Si les réseaux, par exemple, ne sont pas pourvus on va dire en carburant, allez, je prends ce terme un peu trivial, si les réseaux ne sont pas pourvus en carburant, évidemment, les réseaux vont tomber. Si les réseaux tombent, évidemment, la qualité de service baisse. Mais il y a aussi, au niveau du déploiement de l'infrastructure, ça c'est autre chose. Au niveau du déploiement de l'infrastructure, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques dysfonctionnements, mais nous avons joué notre rôle en tant que patron du secteur pour que, justement, les infrastructures qui ont été installées de manière un peu, on va dire, peut-être pas trop conventionnelle, soient réinstallées. Et je peux vous assurer que la qualité de service, au niveau des opérateurs, c'est non négociable, parce que le client, il paye sa carte de recharge, il doit avoir le service équivalent. Maintenant, au niveau de notre opérateur historique Congo Télécom, nous avons prescrit au conseil d'administration et à la direction générale de veiller à ce que la qualité de service soit la meilleure possible, parce que nous sommes dans un secteur concurrentiel. Vous savez, si vous offrez un service dans un secteur concurrentiel qui ne correspond pas aux desiderata des clients, le client ira ailleurs. C'est simple. Il ne va pas réfléchir. Vous m'offrez un service qui ne me plaît pas, moi j'irai ailleurs. Et je trouverai mon compte. Et on a libéralisé le secteur, mais nous travaillons pour que Congo Télécom puisse se positionner dans ce secteur concurrentiel. La preuve, nous avons eu un opérateur, et un opérateur, on va dire, congolais, Azur, qui a plus ou moins eu quelques problèmes. Pourquoi? Parce que, justement, Azur n'a pas pu tenir, peut-être par faute de financement. On a vraiment de problème apparemment avec les sociétés. Mais oui, mais parce que c'est comme ça. Monsieur le ministre, parce que vous parlez là de Congo Télécom sur la qualité de l'offre. Canal Box, dont vous avez cité tout à l'heure, a une très bonne qualité d'Internet, de connexion, mais alors que le fournisseur lui-même n'en a pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Bah, écoutez, c'est simple. Vous savez, je vais vous répondre sans langue de bois, parce que j'aime pas aussi la langue de bois. Hein, même si on dit souvent que les gouvernants, mais j'aime pas la langue de bois. Vous savez, c'est simple. Lorsque vous offrez un service à un client, il faut que vous ayez un service clientèle qui soit apte, prompt à réagir, à interréagir avec le client. Si moi, aujourd'hui, à mon domicile, la connexion est coupée, j'appelle le service client, je n'ai personne. Alors, je peux avoir tout type d'interprétation. Mais par contre, si vous avez un service client qui est assez... qui joue bien son travail, qui fait bien son travail, qui explique, qui envoie aussitôt que vous avez appelé un dépanneur pour venir chez vous, pour voir l'état du réseau, évidemment, vous êtes satisfait. C'est souvent le maillon faible, comme on dit souvent, c'est le maillon faible, mais je pense qu'il faut quand même regarder et suivre qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se font maintenant avec les grandes structures de l'État qui offrent les mêmes services concurrentiels. Lorsqu'il y a par exemple coupure d'électricité, on voit souvent des bandes annonces à la télévision, on voit des communiqués pour informer les clients. Au niveau de Congo Télécom, on voit, lorsqu'il y a coupure, on voit des bandes annonces, on voit des communiqués. Voilà, il y a une évolution, il faut reconnaître. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que vous, les gouvernants ou le gouvernement, vous ne négligez pas est-ce qu'on peut dire que les sociétés nationales ne vous préoccupent pas à leur gestion? Ah si, ce sont des sociétés du portefeuille public, ça nous préoccupe au plus haut point, parce que l'État, c'est-à-dire que les impôts, ce sont les contribuables congolais qui ont pourvu afin que ces sociétés puissent exister. Non, il s'agit justement d'intégrer à travers, dans ces sociétés, un nouveau logiciel mental, un nouveau management. Comprendre. Moi, j'ai un problème au niveau de la SOPECO. Je vais vous parler sincèrement sans langue de bois, puisqu'on parle des sociétés du portefeuille public. Vous voyez, les travailleurs de la SOPECO, aujourd'hui, ils ont encore dans leur tête le logiciel comme quoi ce sont des fonctionnaires. Alors que le secteur postal a été libéralisé. Donc, si vous allez à la poste pour faire une transaction financière
et que les gens se mettent en grève anarchique, et que les gens ferment les bureaux, bah écoutez, moi si je veux faire mon transfert d'argent, j'arrive à la poste, si la poste est fermée, je vais où? Je vais ailleurs, et je fais mon transfert d'argent. Les structures de transfert monétaire, c'est pas seulement à la poste. Mais non, eux ils se croient, ils se disent que non, nous sommes encore dans le temps de nous étions en bongo, c'est-à-dire que le salaire va tomber à la fin du mois, alors que non, mais on doit offrir justement un service pour qu'on ait des moyens pour pouvoir assumer nos charges. Puisque l'État ne paye plus, l'État ne subventionne plus. C'est un problème de logiciel mental. Le logiciel mental du Congolais, c'est le fonctionnariat. Je le dis et je l'assume en tant que ministre de la République. L'État n'est pas démissionnaire. Vous avez mis au monde un enfant et vous l'abandonnez. Non, l'État n'est pas démissionnaire. L'État spirituel, je vais dire comme ça, du Congolais, c'est le fonctionnariat. Il se dit, même s'il est dans un service concurrentiel, ah, moi j'attends la fin du mois pour avoir mon argent. Mais il oublie que pour qu'on lui paye son salaire, il faut avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux charges de l'entreprise. Et lorsqu'une entreprise est dans un secteur concurrentiel, évidemment, si l'entreprise offre une mauvaise qualité de service, un mauvais accueil, évidemment, les gens iront ailleurs. Je le dis et je l'assume. Je l'assume parce que c'est ça que nous devons changer. C'est ça que nous devons faire évoluer. Nous devons faire évoluer nos mentalités pour comprendre que lorsque vous êtes dans un secteur concurrentiel, lorsque vous offrez le service à quelqu'un, mais la personne n'est pas obligée de demeurer auprès de vous. Elle peut changer. Aujourd'hui, on va libéraliser le secteur de l'électricité. Puisque le secteur de l'électricité, le gouvernement a pris des mesures pour libéraliser ce secteur. Mais s'il y a un concurrent, et que si par exemple EDC fournit un service qui ne correspond pas à mes désirs, mais qu'est-ce que je fais? Mais je vais ailleurs. Mais les employés de EDC, ils diront que ben, nous, on ne vient pas travailler, mais je prends un exemple. Mais à la fin du mois, on veut notre salaire. Mais comment est-ce que vous allez avoir votre salaire si vous ne produisez pas? C'est ça que nous devons faire évoluer. Y compris à Congo Télécom. La mise en garde que nous avons eu à faire, que nous avons dit au DG entrant, c'est pour dire que le chef de l'État a donné une feuille de route précise sur Congo Télécom. Elle doit subsister dans ce secteur concurrentiel. Pour qu'elle puisse subsister, il faut qu'elle offre une meilleure qualité de service, un meilleur service aux clients, aux citoyens. Mais si le service que Congo Télécom offre n'est pas on va dire, n'a pas la qualité nécessaire pour être apprécié par les citoyens, les citoyens iront ailleurs. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous rappelons que nous avons... Les consommateurs, excusez-moi, voilà. Le terme exact, les consommateurs iront ailleurs. Nous avons sur ce plateau le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste-Bombo. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui le Congo est en crise économique, en dehors de la crise sanitaire, depuis plusieurs années d'ailleurs? Est-ce que le numérique, on peut compter sur le numérique pour développer le pays? Écoutez, le président a fait du numérique un pilier pour la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour diversifier notre économie. Et oui, le numérique, c'est un secteur, on appelle ça la 4e révolution industrielle. C'est la 4e révolution et c'est la seule révolution que le Congo, que les États africains, les États émergents n'ont pas le droit de rater. Parce que nous partons avec l'économie numérique, avec, on va dire, une même base que les grands États. Et même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on commence à implémenter la 4G, par exemple, en France. De plus en plus, on implémente la 4G. Avant, c'était le cuivre. Mais il y a aussi la 5G qu'on veut implémenter dans quelques localités. Mais dans notre pays aussi, nous avons implémenté la 4G. Nous ne sommes pas décomplexés ou complexés là-dessus. Ou bien au contraire, nous sommes totalement décomplexés. Parce qu'on a un réseau 4G dans notre pays. Maintenant, lorsque vous avez des autoroutes, ce qui nous différencie, c'est quoi? Il faut des utilisateurs. Parce que lorsque vous construisez des routes, il faut les utilisateurs. Les utilisateurs du numérique, vous savez c'est quoi, monsieur Ngolali? Ce sont les plateformes, ce sont les applications, ce sont les incubateurs, c'est l'innovation. Les véhicules de l'économie numérique. C'est-à-dire que les véhicules de l'économie numérique, moi je me réjouis, puisque j'ai reçu même ces jeunes,
d'une pépinière d'entreprise qu'on appelle Kosala, c'est un incubateur, et nous avons même signé un partenariat pour pouvoir justement les encourager. Ils ont mis en place une application qui s'appelle DigiDeck. L'application DigiDeck, c'est une application qui permet d'avoir les résultats des examens sans pour autant se déplacer. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous avez les résultats de vos examens, vous n'avez pas besoin d'aller à la DEC, de rester là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures à la DEC, ou même jusque 2 fois 1 heure du matin, minuit, avec justement la Covid-19, la distanciation sociale et le couvre-feu, vous ne pourrez pas. Mais vous pouvez recevoir les informations en instant T à travers votre smartphone, à travers vos téléphones mobiles. Voilà l'économie numérique, voilà les dividendes de l'économie numérique. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons mis, peut-être que nous allons en parler, nous avons mis en place justement, et encore là, c'était pour accompagner la SOPECO, le timbre numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, pour par exemple recharger son bouquet de téléphone, payer son électricité, on n'a plus besoin de se déplacer. Depuis ce soir, on peut, à travers une application, payer ses factures d'électricité, être en interface avec l'administration. C'est ça la dividende de l'économie numérique. C'est ça la plus-value de l'économie numérique. Et ces plateformes créent beaucoup de valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous voyez, il y a l'un des hommes les plus puissants au monde financièrement. C'est le patron d'Alibaba. Mais Alibaba, c'est quoi? C'est l'économie numérique. Parce qu'on achète ce mot en ligne. Mais lorsque vous faites vos actions, vous achetez en ligne, à travers, par exemple, ces grandes plateformes comme Alibaba, ben, vous apportez la valeur ajoutée de l'économie numérique. En termes de PIB, est-ce qu'on peut estimer? Bon, écoutez, je n'ai pas le chiffre exact. Je pense qu'on était à 6%, je crois. On verra à travers les dernières estimations que nous allons avoir pour savoir un peu la part de l'économie qui va évoluer encore. Qui va évoluer, pourquoi? Parce que nous avons, même sur prescription de la BAC, obligation maintenant d'utiliser de plus en plus de transactions électroniques. De ne plus utiliser la monnaie, comme on dit, le billet de banque. Pourquoi? Ben évidemment, à cause de la pandémie de la Covid-19, on demande à ce que les opérations, et même pour une meilleure traçabilité de ces opérations, que les opérations s'effectuent à travers les transactions électroniques. Donc, l'économie numérique, oui, de plus en plus, on parlera d'économie numérique, c'est le secteur stratégique et je pense que dans les années à venir, c'est le seul secteur qui va propulser la dynamique dans toutes les économies mondiales. Monsieur le ministre, on va parler des jeunes. Vous avez cité Kosala et d'autres jeunes qui sont dans ce secteur et qui tentent de développer plusieurs applications et autres services. Quel est l'apport du gouvernement? Quel est l'apport du gouvernement? Parce qu'ils sont nombreux qui ont des vrais projets, mais malheureusement, ils n'ont pas de financement. Bah écoutez, l'apport du gouvernement, c'est déjà l'accompagnement. Nous avons mis en place, dans le cadre réglementaire, une structure, c'est la Direction Générale du Développement de l'économie numérique, qui est là, qui est située en face de la Mucodec, en ville, pour accompagner justement les jeunes, que ce soit les développeurs, les startups. Et au niveau du gouvernement, pour mieux accompagner ces jeunes qui veulent exceller dans le secteur, nous sommes en train de travailler, nous avons finalisé un atelier de restitution pour proposer au gouvernement un avant-projet de loi portant statut des startups, parce qu'il s'agit ici de chercher à labelliser les startups, c'est-à-dire que les TPME, les très petites moyennes entreprises dans notre pays, pour leur permettre d'avoir une facilité d'accès au crédit, mais aussi des facilités au niveau, que ce soit au niveau de la douane, au niveau des impôts, parce que les études qui ont été faites montrent à suffisance que lorsqu'un jeune start-up développeur débute son activité, au bout de 2 ans, il disparaît. Pour qu'il ne puisse pas disparaître, il faut labelliser justement cette TPME et à travers ce projet de loi, nous allons pouvoir labelliser. Vous savez, la Banque Postale du Congo a bénéficié d'un financement des partenaires de 10 milliards de francs CFA pour justement accompagner les petites et moyennes entreprises, les TPME. Mais aujourd'hui, si vous êtes une petite start-up et que vous allez au niveau de la banque pour demander un crédit, on vous demandera des garanties. Quelles sont les garanties que vous allez proposer? Et à travers ce projet de loi, justement, la garantie, c'est la certification que vous êtes une start-up. Et avec cette certification, ça vous permettra, pendant le temps de l'évolution de votre société, on a mis ça jusqu'à 5 ans, c'est un avant-projet de loi, jusqu'à 5 ans, on va
s'engager, le gouvernement va s'engager au moins jusqu'à 5 ans, d'accompagner pour permettre l'éclosion des startups et faire en sorte que les infrastructures que nous avons construites à grands frais à travers justement l'apport des contribuables, ne soient pas des éléphants blancs, parce qu'il faut les utiliser. Si nous, on ne les utilise pas, vous savez, si nous, on n'utilise pas ces infrastructures, il y a ce qu'on appelle les GAFA, ils vont les pénétrer, ils vont les utiliser. Parce que Facebook, tout le monde utilise Facebook ici, pratiquement au Congo, tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux payent 0 centime d'impôt à l'État congolais. Mais ils pénètrent nos réseaux parce qu'on les utilise à travers les infrastructures que nous avons justement construites. Mais ils payent combien à l'État congolais? Voilà pourquoi l'État français a voulu taxer les GAFA, justement parce que l'État français a pensé en disant mais les GAFA pénètrent nos réseaux alors que nous, l'État, on a construit ces réseaux, mais ces GAFA ne payent rien, sinon pratiquement 0 francs. Donc voilà la raison pour laquelle il faut favoriser l'éclosion d'une dynamique du numérique, c'est-à-dire que d'un écosystème fort du numérique à travers les développeurs, les incubateurs. Je veux ouvrir une parenthèse. Souvent, quand on vous pose, vous, quand je parle de vous, c'est le gouvernement, c'est vous, quand on vous pose des questions assez pratiques, c'est des questions qui concernent les jeunes, vous êtes souvent dans les discours, on va dire, dans les prophéties, et cela date depuis plusieurs années que vous parlez de l'appui à l'entrepreneuriat juvénile, mais jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce qui freine? Depuis qu'on a la Nouvelle République est arrivée, vous le dites tous les jours, hein, vous le dites tous les jours que cela fait partie des préoccupations du président de la République, mais qu'est-ce qui freine cet appui, cet apport aux jeunes qui ont vraiment du talent et qui ont même déjà des projets en gestation? Bon, écoutez, je vous réponds encore sans langue de bois. Il y a des instruments qui existent déjà. Il y a le FIGA qui existe, c'est un fonds qui existe pour accompagner les jeunes. Et justement, dans les 10 milliards octroyés à la Banque postale du Congo, c'est pour que le FIGA signe un partenariat avec la Banque postale pour pouvoir accompagner. Mais il faut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi? Accompagner aussi de manière pratique les jeunes qui excellent dans le secteur du digital. Voilà pourquoi nous voulons porter cet avant-projet de loi sur les startups. Ce n'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Et nous avons élaboré cet avant-projet de loi avec le concours de ces jeunes. Nous nous sommes réunis à la Chambre de commerce de Brazzaville. En amont, nous avons envoyé le draft. Chacun a apporté ses contributions et nous allons faire la somme de ces contributions, présenter le projet en Conseil des ministres et ensuite au Parlement pour que ce projet de loi, pour que cette loi vienne accompagner de manière pratique les jeunes. Le président a dit, et il a raison, dans son projet de société, que l'économie numérique, c'est l'avenir de demain. Il a appelé les jeunes à venir s'insérer dans ce secteur, de pouvoir venir innover dans ce secteur. Parce que les jeunes, la population congolaise, elle est essentiellement jeune, les jeunes ont la facilité de comprendre, d'utiliser les smartphones, d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais lorsqu'un jeune a encodé, a mis en place son application, il est méthode du devoir du gouvernement de pouvoir accompagner ce jeune pour que son application, pour que sa plateforme puisse prospérer, créer de la richesse. Mais Facebook n'est qu'une plateforme, n'est qu'une application. Monsieur le ministre, c'était juste une parenthèse, on revient sur l'économie, on parlait tout à l'heure du développement du pays. Vous avez mis en place ce qu'on appelle un timbre électronique. Et là, on va aller pas à pas pour ceux qui nous suivent. Et c'est quoi déjà un timbre électronique? Bon, écoutez, nous avons mis en place un timbre électronique justement pour matérialiser l'essor de l'économie numérique dans notre pays. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, lorsqu'on effectue quelques transactions, que ce soit avec le privé ou le secteur public, on n'a plus besoin de pouvoir se déplacer, d'utiliser l'ancien timbre qu'on plaçait sur chaque document à 50 francs. Non, on a dit on va dématérialiser cela. Et on va substituer cet ancien timbre à travers un nouveau timbre qu'on appelle le timbre numérique. Et lorsque vous faites des transactions électroniques, vous êtes assujetti à ce timbre. Oui. Alors, il y a une taxe de 50 francs, c'est ça? 50 francs, justement. Lorsque vous faites des transactions électroniques, vous êtes assujetti. Il ne s'agit pas des transactions
qui ne sont pas électroniques. Parce que bon, justement, il faut le dire, je profite de votre tribune pour le dire, il y a eu une mauvaise interprétation du timbre électronique, parce que justement, on ne s'est pas bien accordé. Parce que si vous demandez voilà, à un paysan qui fait des transactions et qui constate qu'on lui prélève 50 francs tout le temps, et il aura du mal à comprendre ce que c'est. Mais justement, c'est pour cela que je suis en train de dire, et on s'était pas trop bien accordé les violons avec le ministère des Finances là-dessus, et surtout aussi, je le dis, hein, en milieu très responsable, avec la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, justement, parce que c'est nous qui l'avons proposé, mais la mouture qui en est ressortie mais ne correspondait pas à la vision du ministère en charge du numérique. Il s'agit ici d'un timbre électronique, c'est-à-dire pour favoriser l'éclosion de l'utilisation de manière électronique des transactions, on a mis en place ce timbre justement pour pallier à cela et pour faire en sorte, parce qu'il ne faut pas oublier, et je le dis, c'était aussi pour sauver la Sopeco. Qui est en grève aujourd'hui. Ben, qui est en grève aujourd'hui, qui ne reçoit plus les subventions de l'État. Vous voulez dire que la taxe prélevée, donc les 50 francs, est destinée, donc sont destinés à comment on l'appelle, à la Sopeco? Pas totalement, pas tous les... C'est beaucoup d'argent, monsieur le ministre. Non, il faut pas changer déformer mes propos. Le timbre numérique, c'était pour accompagner l'éclosion du numérique, favoriser ce qu'on appelle l'utilisation de la monnaie électronique, mais aussi les atouts, avoir une meilleure traçabilité, parce que lorsque vous payez par timbre électronique, évidemment, on a la traçabilité de tout le flux d'argent qui est payé, prélevé à travers ce procédé. Alors que lorsque vous allez payer, par exemple, dans une administration 50 francs, vous donnez 50 francs, ben, deux fois la personne peut mettre les 50 francs dans la poche. Hein, vous donne, ou on peut faire ce qu'on appelle les faux timbres, on vous donne. Mais là, c'était le problème de la traçabilité, le problème de pousser l'économie numérique, mais aussi, comme c'est un timbre, et comme nous avons une entreprise du portefeuille public qui souffre de manque de subventions de l'État, la Sopeco, on s'est dit, à travers ce procédé, dans la clé de répartition, on va donner un peu pour, on dit le terme, subventionner la Sopeco. Parce que l'État reverse à la Sopeco tous les ans, en gros 100 millions. 100 millions par an. C'est l'argent, c'est la subvention de l'État à la Sopeco. Le salaire, le traitement mensuel des salaires des agents de la Sopeco, il y en a pratiquement 300. 280 et des poussières, c'est 55 millions. Vous imaginez, l'État reverse 100 millions par mois, par an. Si on calcule par trimestre, puisqu'on a 4 trimestres, donc ça fait 25 millions, 25 millions, 25 millions. Mais tous les... par trimestre, hein, il y a 4 trimestres dans l'année. Mais tous les mois, la Sopeco doit payer, rien que les salaires des agents, on a 55 millions. Mais où est-ce qu'on va trouver le reliquat? D'autant plus qu'on a dessaisi la Sopeco du sang des chèques postaux. Oui, donc il nous fallait innover, trouver un moyen. Mais comme on est dans le secteur du numérique, c'est un secteur dynamique. Le président a promulgué la loi portant création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Lorsque vous utilisez les vidéoconférences, mais il faut que vous ayez des systèmes d'information robustes qui puissent protéger les vidéoconférences. Parce que s'il y a par exemple des hackers qui rentrent dans le site du gouvernement... Ce serait ma dernière question. Voilà. Parce que je voulais savoir d'abord sur le timbre électronique, mais vous avez déjà dit qu'en partie c'est pour appuyer la Sopeco. Mais oui, l'autre partie, parce que c'est beaucoup d'argent. Entre autres, c'était pour appuyer la Sopeco. Et l'autre partie l'autre partie, c'est les dividendes de l'État. C'est augmenter la taxe de l'État, c'est tout. D'accord, monsieur le ministre. Les impôts de l'État, la taxe de l'État, c'est augmenter la taxe de l'État. Il y a une clé de répartition, mais nous allons remédier à cela, puisque nous allons regarder très bientôt la loi de finances pour 2021, et je pense que les clés de répartition seront mieux redistribuées. C'est-à-dire qu'il y aura la part de l'État, il y aura la part du prestataire, qui est l'agence de régulation, il y aura la part de la Sopeco et il y aura la part de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, parce que ce sont des transactions électroniques, et lorsque vous mettez des transactions électroniques, il faut que vous ayez ce qu'on appelle les centres d'alerte
il faut que vous ayez des centres qui puissent riposter lorsque vous êtes attaqué, lorsque vos systèmes d'information sont attaqués. Mais comment est-ce que vous allez riposter? D'accord, Monsieur le ministre, nous allons donc tendre vers la fin de cet entretien. L'une des dernières questions, c'est de savoir, vous faites tout sur visioconférence aujourd'hui. Le président participe aux réunions, on va dire, des rendez-vous internationaux sur visioconférence. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos réunions également. Mais quand on parle de la sécurisation des données, comment faites-vous? Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous faites est sécurisé? Ben, vous avez posé la bonne question et la vraie question. Vous avez même posé la question, pourquoi nous avons mis en place le timbre électronique? Parce que le problème du numérique, c'est les données, la sécurisation des données. Aujourd'hui, nous avons une loi. On a une loi nationale qui sécurise les données, la loi portant protection des données à caractère personnel. Nous avons la loi qui réprime lorsque, justement, les données à caractère personnel sont mal utilisées. La loi portant lutte contre la cybercriminalité, c'est-à-dire l'usurpation d'identité. Peut-être qu'on n'a pas recommencé à faire une bonne sensibilisation là-dessus. Mais lorsque vous usurpez l'identité de quelqu'un, vous créez un faux compte Facebook. Si la personne se sent lésée, aujourd'hui, elle peut vous porter plainte et vous allez en prison. Donc, on a cette loi qui existe et le président a promulgué récemment la convention de Malabo, c'est-à-dire que la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous avons une loi donc supranationale qui est la convention au niveau de l'Union africaine. Mais c'est ça le grand problème, la sécurisation des données. Mais pour sécuriser vos données, il faut que vous ayez des agences, il faut que vous ayez des centres, il faut que vous ayez des instruments qui soient aptes, lorsque vous êtes attaqué, de pouvoir... Est-ce que le Congo en dispose? Parce que vous êtes déjà... Il y a quelques mois, Zoom a été piraté au niveau international, vous le savez. Oui. Mais est-ce que le Congo a des moyens techniques? Nous avons l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous avons le CIRAS qui existe, hein, le centre qui est rattaché à la présence et à l'armée. Nous allons fusionner nos efforts pour que du CIRAS et de l'ANSSI, on crée une structure qui soit assez robuste pour pouvoir riposter lorsque nous sommes attaqués. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, il faut le reconnaître, nous n'avons pas des instruments assez robustes pour pouvoir riposter lorsque, par exemple, le site du gouvernement officiel peut être piraté. Ou par exemple, un intrus peut rentrer lorsque le gouvernement se réunit en visioconférence. Vous voyez, l'intrus rentre, mais il prend les données qui sont très sensibles. Donc, c'est notre challenge. C'est le prochain challenge que nous avons. Voilà pourquoi est-ce que nous avons mis, entre autres, le timbre électronique. Il y a une petite subvention qui devait revenir justement à l'ANSSI pour pouvoir protéger nos systèmes d'information. On a la législation, on a la loi portant la loi sur la cybersécurité qui protège les systèmes d'information. On a, c'est vrai que l'ancienne ACI existe, mais l'ACI, c'était le traitement des bulletins de salaire de l'État. Ce n'était pas tous les systèmes d'information de l'État. Mais aujourd'hui, l'État va être de plus en plus dématérialisé. Mais il faut qu'on ait des systèmes d'information robustes, assez forts, pour riposter, les centres de riposte. Et c'est notre challenge, c'est le prochain challenge. D'ailleurs, c'est le challenge de tous les gouvernements, la sécurisation des données. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire Wikileaks, hein, qui défraie la chronique jusqu'à présent, parce qu'on cherche même à extrader ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des données très sensibles du gouvernement qui ont été balancées sur les réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez, par exemple, on va dire comment, Gmail, Yahoo.fr ou encore d'autres identités, mais les données sont hébergées ailleurs. Oui. Ben oui. Un gouvernement sérieux ne peut pas véhiculer ces données à travers un opérateur. C'est ce qu'on appelle en termes, voilà, la souveraineté numérique. Notre prochain challenge, c'est la souveraineté numérique. Pour le moment, on peut dire que le gouvernement congolais n'est pas sérieux. On peut dire ça. Ah non, vous exagérez, il ne faut pas dire ça. Puisque non, je dis ceci, nous avons mis en place tout l'écosystème. Il nous faut maintenant parfaire l'écosystème à travers l'opérationnalisation de l'ANSSI pour que nous ayons notre souveraineté numérique. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la plateforme utilisée par le gouvernement lors des visioconférences, c'est une plateforme qui est robuste, qui est solide. Mais l'hébergement de ces données, nous,
ça nous crée un petit problème. Voilà pourquoi est-ce que le président, dans sa grande vision, on va construire un data center. Le data center permettra que les données sensibles du gouvernement soient hébergées. Parce que tout ce que nous véhiculons à travers... J'ai envie de savoir, est-ce que vous aurez l'argent, le pays en crise? Non, pour le data center, on a l'argent, on a le financement, je peux vous assurer. C'est un financement BAD. On a commencé les études sur le data center. On a un site, c'est à côté, ça va être installé à côté de la place de la République, à côté de... Le nouveau siège du Parlement. Voilà, à côté de la place de la République, et de l'IFC, voilà, le Centre culturel français. On a le financement, le cabinet qui est en train de faire des études devait venir, mais hormis la pandémie de la Covid-19 avec les restrictions sanitaires, les blocages, les suppressions des vols. Mais le data center, c'est ça qui nous permettra de pouvoir héberger toutes les données que nous allons véhiculer à travers le e-gouv. Parce que lorsque vous utilisez des données, lorsque vous faites des vidéoconférences par Zoom, on achète la licence, d'accord. Mais à la fin, toutes ces données-là sont hébergées où? Quelque part. Mais quand c'est hébergé quelque part, le jour où il y aura un intrus qui va rentrer, qui va pénétrer ces données, mais cet intrus pourra faire sortir deux fois des phrases, des mots qui ont été dites par des hautes autorités et qui pourront, voilà, être très mal interprétés. Donc voilà le problème. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu la question de Wikileaks. Voilà pourquoi est-ce que nous devons héberger nos données ici au Congo. On ne doit pas les héberger aux États-Unis, on ne doit pas les héberger en France, on ne doit pas les héberger, je ne sais pas, en Chine. On doit héberger nos données, c'est ça notre souveraineté. Ce serait certainement dans l'autre Nouvelle République. Ah non, mais pourquoi vous m'emmenez si loin? Je vous ai dit qu'on a le financement. Monsieur le ministre, vous allez vous rendre compte que vous êtes même à 80% dans des prophéties. Mais non, ce ne sont pas des prophéties. Des prophéties je vous dis, non. Nous vous posons la dernière question, monsieur le ministre. Non, monsieur Ngolé, non, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons le financement, nous avons le terrain, les études sont en train d'être faites, nous attendons la restitution de ces études. Hormis la pandémie de la Covid-19, nous aurions déjà, le chef de l'État aurait déjà lancé les travaux de construction du data center, et c'est ce data center du gouvernement. On a un data center au niveau du ministère des Finances, on a un data center au niveau de l'RPCE, au niveau même de Congo Télécom, mais qui ne sont pas robustes. Mais deux fois, qui ne sont pas des data centers qui sont appropriés deux fois à recueillir des données, autres données sensibles de l'État. Donc il faut qu'il y ait un data center du gouvernement dans le cadre e-gouv. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année-ci, puisque le projet avec la BAD devrait normalement se terminer au mois de février, mars de 2021. Donc, hormis la question de la pandémie de la Covid-19, on aurait déjà lancé les travaux et on va lancer les travaux. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. La dernière question de savoir, c'est en rapport avec les médias en ligne qui émergent depuis quelque temps. Alors, quelle est aujourd'hui votre lecture de l'évolution, on va dire, de l'émergence de ces médias en ligne, et quel aujourd'hui le domaine de la loi en fait? Quel en est... Le défi des médias en ligne, parce que j'étais même hier à l'ouverture des ateliers e-journalisme à l'université Marien Ngouabi, le défi, c'est une très bonne chose. Hein. Il faut une multitude de canaux d'information pour pouvoir informer le public, communiquer. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Tcheleka, justement, c'est un canal d'information en ligne. Nous nous réjouissons de cela. Mais l'autre défi, c'est le défi d'abord de la protection des données. C'est toujours le défi de la protection des données, de la véracité de l'information qui est véhiculée et de la protection des données à caractère personnel. Voilà, c'est ça le défi. Aujourd'hui, nous avons encadré la protection des données à travers une loi parce qu'il en va des libertés individuelles. Parce que lorsqu'on parle des données, ce sont les libertés individuelles. Voilà, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un média en ligne, affirmer des choses qui sont inexactes. On a dit que c'était très politique parce que vous visez là les médias en ligne, vous avez peur de la liberté d'expression. Mais non, ce n'est pas question. Mais vous avez rapidement mis en place et long en place pour restreindre la liberté. Mais non, on ne restreint pas la liberté. L'Internet ne doit pas être un espace là où les libertés individuelles sont bafouées. Non. L'Internet doit être un espace là où, bien au contraire, les gens s'expriment, mais là où on préserve les libertés individuelles. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, moi je prends toujours cet exemple. Vous voyez par exemple, il y a un cadavre, il y a quelqu'un qui est mort en accident.
vous prenez, vous filmez cet accident avec quelqu'un qui est décédé, vous balancez sur les réseaux sociaux. Bon, vous imaginez l'émotion que peut avoir la famille ou l'enfant ou la famille de cette personne. Mais aujourd'hui, c'est ça, ce sont ça. C'est une donnée à caractère personnel. La donnée, c'est quoi? C'est la voix, c'est l'image, c'est la photo, c'est tout ce qui concerne l'individu. Vous imaginez ça? Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai un grand frère à moi, Ibaran Deli, quand il a fait son accident, on a balancé son image sur les réseaux sociaux. Mais vous imaginez le choc que ça peut faire? Mais aujourd'hui, la loi congolaise, si vous balancez cela, on vous rattrape à travers votre adresse IP, et où on vous rattrape à travers votre identité numérique, eh ben, vous pouvez faire la prison. Parce que si je me sens lésé, c'est pour protéger seulement. Monsieur le ministre, votre dernier mot, oui. Donc, je vais dire que le journalisme en ligne, c'est une très très bonne chose, mais attention, il faut savoir qu'il y a maintenant une réglementation qui existe. Et cette réglementation peut vous frapper. Peut vous frapper si jamais... Toujours frapper, hein, ça ne protège pas. Elle vous protège, non, elle vous protège. Elle vous protège, mais elle peut aussi vous frapper si jamais vous utilisez les données à caractère personnel sans le consentement. Surtout, n'aime pas insulter les ministres, ne pas les toucher. Oh, écoutez, il ne s'agit pas d'insulter. Je pense que c'est pas ça. Et il s'agit... Ne pas critiquer surtout. Mais non, la critique est aisée. La critique permet de s'amender. La critique permet de s'amender. Si on ne vous critique pas, vous ne pourrez jamais vous amender dans la vie. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de faire un journalisme, excusez-moi le terme, responsable. Voilà. C'est comme une utilisation responsable des réseaux sociaux. Voilà. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je prends un exemple. Vous vous cachez derrière une douche. Vous voyez une dame en train de se doucher, vous prenez votre smartphone, vous mettez à filmer la dame en train de se doucher, après vous balancez ça sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est la liberté. Mais vous avez enfreint sa liberté à elle. Pourquoi est-ce que vous avez balancé sa vidéo sans son consentement? Voilà la protection des données. Mais est-ce que l'État, en préservant la liberté de cette dame-là qui est dans sa douche, en train de se laver, et qu'il y a un voyeur, il y a peut-être, comment on dit ça, un voyeur, le voyeur, il filme la dame et il balance sur les réseaux sociaux. Vous pensez que non, mais le voyeur, en faisant cela, il est libre. Mais non, c'est un délinquant. D'accord, merci, monsieur. Mais oui, mais je vous dis la vérité, c'est un délinquant. Il y a aussi quelque chose, la xénophobie en ligne. Vous savez, c'est très facile de pouvoir attiser le feu. Par exemple, aujourd'hui, on va bientôt partir aux élections. Vous voyez quelqu'un qui se met, il se fait le chantre de la xénophobie en ligne. Le chantre de mettre en opposition les tribus, les régions, de mettre en opposition les populations. Mais aujourd'hui, c'est fortement réprimé. Parce qu'on ne peut pas accepter, cela. Monsieur le ministre, ce qu'on sait, ce qui est vrai au fond, la pornographie infantile. Vous voyez, par exemple, vous avez dans vos systèmes d'information les images d'un enfant de 2 ans, de 3 ans. Vous filmez cela et vous voulez balancer. On vous dit que je suis libre. Non. On vous arrête, on vous réprime. Ce que vous cachez au fond, ce que vous cachez au fond, c'est peur de la liberté d'expression. La liberté. Parce qu'un ministre a lancé un jour, mais vos Facebook là, on en a marre, parce que ça donne la parole à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que Léon Justibombo, c'est notre invité, c'est le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Pardon, j'y arrive. Merci de s'abonner nombreux sur Tcheleka TV. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci, monsieur le ministre. Merci bien, merci bien.